Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre les classes dans la formation Python. Alors, les classes, il faut savoir que c'est un point très important. C'est ce qui permet de travailler sur les objets. La programmation orientée objet, que vous entendez peut-être, c'est un mot barbare. Hein. C'est vrai que quand on n'est pas fan de programmation, qu'on n'y a jamais mis les doigts dedans, parfois on peut se poser des petites questions en se disant, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, vous allez pouvoir découvrir ça dans cette vidéo. On va parler des classes essentiellement, les classes avec des constructeurs, avec la possibilité de faire tout un tas de choses et d'organiser, de structurer notre programme. Comme je le dis ici, les éléments sont des éléments de code en fait, les classes sont des éléments de code qui permettent de définir les objets de votre programme. Contrairement aux fonctions qui sont là pour justement faire exécuter ces fonctions. Alors je vous donne un exemple tout simple, mais vous arrivez dans un immeuble par exemple, dans un immeuble vous avez différentes pièces, d'accord? La pièce 1, la pièce 2, la pièce 3, la pièce 4, le couloir, etc. D'accord? Eh bien on va partir du principe que, l'ensemble des pièces, c'est donc les classes. Par contre, la fonction des pièces, la cuisine, la chambre, la salle à manger, les toilettes, la salle d'eau, etc., ça, ce sont les fonctions. D'accord? La classe, sa structure, et la fonction est donnée par une fonction. D'accord? C'est la même chose en code. Ici, on va créer avec des classes, on va utiliser les classes pour ça, et puis effectivement, les fonctions vont faire fonctionner le reste du programme. D'accord? C'est un peu comme ça que ça marche. Par exemple, dans un jeu, on pourrait très bien créer une classe joueur avec des caractéristiques. Par exemple, on pourrait y renseigner le nom du joueur, l'âge du joueur, la taille du joueur. On peut aussi créer une classe héros dans un jeu, par exemple, avec le nom du personnage, le genre, le point de vie, point de vitesse, point de défense, point d'attaque, arme, etc. S'il a un bouclier, s'il a une Kalachnikov, etc., etc. On peut aussi définir une classe monstre, par exemple, avec des points de vie, avec des points de vitesse, des points de défense, des points d'attaque, une arme également, pourquoi pas, puisque les monstres sont toujours plus forts que le héros en général au premier coup d'œil. Et puis après, évidemment, on peut construire des classes d'autres types, par exemple des classes de bâtiments. Un type de bâtiment, par exemple, est-ce que c'est un bâtiment d'habitation, un bâtiment de production, ou par exemple comme une usine, ou bien un bureau, d'accord ? Ça peut être plein de choses. La hauteur du bâtiment, la taille, le nombre de pièces, les équipements qu'il y a, digicode, ascenseur, porte automatique, aération, etc., etc., climatisation, quartier, etc. Donc on peut tout quantifier, on peut tout créer comme ça dans nos programmes. Ça sert pour les jeux, mais ça sert aussi pour tout un tas d'autres choses, d'accord? On peut aussi par exemple créer une classe étudiant, une classe professeur, et dans la classe étudiant, on pourrait mettre le nom, l'âge, la taille, l'adresse, le téléphone, le cursus suivi, etc., etc. Vous voyez, en fait, on va créer un étudiant. Alors, on va pas le créer de toutes pièces en lui disant tiens, toi tu seras étudiant, tu auras des lunettes et un pot de bolo posé là et puis tu vas coder pendant des heures. Et toi par contre tu auras des lunettes, les cheveux un peu gras mais tu auras toujours un livre sous le bras et tu seras plutôt un peu romantique avec une petite écharpe et tout ça. Voilà, non, on va pas faire ça, d'accord? Mais évidemment, si vous avez besoin de recenser vos étudiants, ce sera plus facile de le faire avec une classe et une construction plutôt que de le faire juste bêtement dans une liste de programmes comme ça, d'accord? Vous pouvez aussi créer par exemple une playlist, une classe playlist avec par exemple le nom d'une playlist. Comme ça vous en aurez plusieurs à chaque fois que vous en créez une, avec le type musical, la durée totale de la playlist, les titres qui sont dedans, etc., etc. Bref, ça vous semble peut-être un petit peu abstrait tout ce que je viens de vous dire, mais c'est tout à fait normal. On va rentrer dans le détail dès maintenant. Alors avant évidemment de rentrer dans le détail, il faut que je vous donne la syntaxe de notre classe, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on a fait par exemple les fonctions, on avait ça, le nom de la fonction, d'accord, on avait bien sûr nos parenthèses, et ici on avait deux points, d'accord. Une fois que c'était fait, on indentait, et tout ce qui était indenté, c'est-à-dire un peu décalé comme ça, et aligné, appartenait directement à la fonction. Alors comment ça marche ici pour les classes? On ne va pas être surprenant. On va nommer classe tout simplement et ici on va lui mettre un nom, d'accord? Par exemple ma classe. Alors contrairement à la fonction où tout doit être en minuscule, d'accord? Ici vous pouvez vous autoriser les premières lettres de chaque mot en majuscule. Voilà, d'accord? C'est comme ça qu'on va repérer que c'est une classe. Alors évidemment pour le programme ça va rien changer, je vous l'ai déjà dit, en Python c'est pareil, si dans vos variables vous mettez une majuscule, ça ne va pas empêcher le programme de fonctionner, c'est très libre le Python pour ça. Par contre effectivement ce sera plus difficile à lire pour quelqu'un qui voudrait lire votre code et qui connaît le Python, d'accord? Que si vous respectez un petit peu on va dire les usages habituels des programmeurs, comme ça ce sera beaucoup plus simple, et si un jour vous avez besoin d'aide sur un bout de code ou quoi que ce soit, les autres développeurs ne vont pas passer 3 heures à essayer de décrypter votre code, ils vont tout de suite savoir que s'il y a une majuscule par exemple c'est une classe et que s'il y a que des minuscules ça peut être ou une fonction s'il y a def devant ou bien tout simplement par exemple une variable ou autre chose, d'accord? Donc on fait tout simplement ça. Alors ici par contre on ne met pas de parenthèse, on met juste deux points et on indente pour pouvoir mettre des choses ici, des instructions.
D'accord? Donc ça pose aucun problème. Ok? Jusqu'à là, pas de souci. On a déjà fait un sacré travail. Maintenant, on sait à quoi sert une classe et on sait comment on la crée. C'est génial quand même. Alors depuis tout à l'heure, je vous parle de constructeur. Le constructeur, qu'est-ce que c'est? Eh bien le constructeur, c'est justement ce qui va nous permettre de construire les choses. Par exemple, dans un projet que je vous ai présenté sur la chaîne, à un moment, je vous montre un cartoucheur. D'accord? Un cartoucheur avec plusieurs cartouches qui permettent de lire des MP3, qui permettent de lire voilà, des fichiers, mais aussi de les mettre en pause, de les arrêter, de les mettre en boucle, etc. Eh bien en fait, dans le programme, moi je me suis servi tout simplement d'un constructeur pour construire chacune de ces petites cases. Et comme ça, en fait, elles avaient toutes la même structure et je n'avais plus qu'à rentrer les informations pour que le programme me les génère automatiquement. D'accord? Donc ça, c'est le principe. Le constructeur, il permet de faire des choses, des personnages, des décors, des éléments graphiques comme des fenêtres, des boutons, des images, etc. etc. D'accord? Donc ça, c'est important. C'est un mot que vous devrez retenir. D'accord? Alors, on va créer notre première classe. Alors déjà, je vais mettre ça en commentaire, sinon on risque d'avoir des petits soucis lors des exécutions. Donc, on va créer notre première classe. Alors forcément, on va mettre classe et on va mettre par exemple une classe mes produits. D'accord? On va imaginer qu'on est dans un commerce parce que ça peut aussi avoir une application pratique comme ça. On va mettre 2 points. D'accord? Jusque-là, pas de souci. On a donc créé notre classe tout simplement. Jusque-là, ça marche très bien. Ok, maintenant, on va créer notre constructeur. Ça, c'est la classe. Et le constructeur, eh bien, ça se construit avec une fonction, tout simplement. Et pour ça, pour les fonctions, on utilise def. D'accord? On va utiliser 2 fois le underscore. C'est bien 2 underscore. On va mettre init, I-N-I-T, pour initialisation ou initial. On met à nouveau 2 underscore et on se retrouve comme ça. D'accord? Comme c'est une fonction, eh bien, nous allons simplement mettre des parenthèses ici et enfin on va mettre 2 points. D'accord? Alors init, c'est un mot réservé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a souvent les mots réservés en Python ont 2 underscores. Ça veut dire que ce sont des mots que vous ne pouvez pas utiliser. D'accord? Vous pouvez très bien utiliser init tout court, mais si vous mettez les 2 underscores avant et les 2 underscores après, le programme va comprendre que c'est un constructeur et donc vous allez, en fait, il va travailler d'une autre manière. D'accord? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on crée un constructeur comme ça, on y glisse le petit mot self. D'accord? Self, c'est comme myself, hein, moi-même. Et bien là, en fait, tout ce qui va se passer dans ce constructeur, ça va faire référence automatiquement au constructeur. Ça permet quoi? Ça permet tout simplement d'éviter les variables globales, etc. qu'on a pu voir ailleurs. Ça va permettre vraiment de faire référence uniquement à ce qu'il y a à l'intérieur et pas ailleurs. C'est-à-dire que quand vous allez créer, par exemple, je ne sais pas, vous créez un monstre, d'accord? Vous créez un monstre avec des tentacules, le premier, donc vous mettez tentacules, venin, etc., etc., etc. Le deuxième monstre, vous le créez toujours avec le même constructeur, hein, du coup, vous n'avez plus rien à changer une fois que c'est fait, et forcément, les informations vont s'ajouter et s'ajuster au fur et à mesure, d'accord? Ensuite, si vous les faites se rencontrer et se battre, eh bien, il y en a un qui va perdre de la vie, l'autre qui va gagner de la vie, etc., etc. Et donc, ce constructeur, en fait, va se gérer tout seul parce que pour chaque élément créé, pour chaque monstre créé, par exemple, eh bien, il va avoir donc son self, ce lui-même, d'accord? Parce que si vous êtes en train de travailler sur le monstre 1, eh bien, ce sera ce self-là, d'accord? Si vous travaillez sur le monstre 2, eh bien, à ce moment-là, il sera sur le self du monstre 2, etc., 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 d'accord? Donc ça, vous allez voir que c'est quelque chose de très intuitif, mais aussi de très efficace, d'accord? En gros, on va dire que le constructeur, c'est une sorte de boîte, hein, vous savez, de boîte à trésors, de coffre-fort rempli de petits objets, ou tout simplement une boîte de Lego dans laquelle vous mettez tout ce que vous avez besoin de mettre pour votre construction de programme, et après, effectivement, eh bien, vous allez pouvoir développer tout ça, et pourquoi pas, eh bien, imaginer ce que vous voulez, d'accord? On va dire ça. Alors dans un premier temps, on va donc mettre des informations. Donc effectivement, on indente une première fois pour créer le constructeur, d'accord? Donc on crée le constructeur ici dans notre classe et ici on indente pour que les informations soient bien dans le constructeur. Donc ici par exemple, on peut faire simplement un print et on va faire création d'un constructeur. C'est ça. D'accord? Donc là, il n'y a pas de souci, ça veut dire que ça marche bien, d'accord? On va même mettre création d'un produit, puisqu'ici, on est dans une classe produit, d'accord? Très bien, parfait. Ok, alors si je fais ça, évidemment, il ne va rien se passer du tout, d'accord? Parce que le programme, eh bien, c'est exactement comme les fonctions, il ne le lit pas, d'accord? Il ne le lira que si vous faites appel à ce constructeur, d'accord? C'est un peu en dehors du programme. Par contre, ici, si vous faites ça, vous faites print ici,
D'accord? Et ici, effectivement, on va voir que notre programme commence là. Donc, c'est là qu'on va commencer à mettre nos arguments, nos variables, tout ça. D'accord? Nos boutons, nos petites choses comme ça. Donc, si on clique ici, vous voyez, il ne se passe pas grand-chose. Il y a juste le début du programme. Alors maintenant, on va créer un objet de type produit, du coup, puisque moi c'est un produit, mais si vous aviez mis monstre ici, de type monstre forcément, et vous allez voir comment ça se passe tout simplement. Donc comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on va utiliser un nom, n'importe lequel, hein, par exemple pour dire que c'est notre produit 1, le premier produit, d'accord? Donc nous, on va l'appeler de manière très originale, produit underscore 001, d'accord? Et ici, comment on va faire? Eh bien, on va tout simplement lui dire qu'il faut qu'il aille le créer dans mes produits. D'accord? Donc, moi, ma classe s'appelle mes produits, donc je mets, comme ça s'écrit, mes produits, ici. Et ensuite, je mets les parenthèses. Eh bien, c'est exactement comme l'appel d'une fonction. Hein, quand on vous avait fait def x et qu'on avait fait x entre parenthèses, eh bien, il appelait la fonction X, on est bien d'accord. Et bien là, c'est exactement la même chose. Et maintenant, on va vérifier donc qu'il appelle bien le problème. D'accord? Donc, ça marche très très bien ici, puisqu'on voit qu'effectivement, ici, j'ai le début de mon programme. Et quand je demande ma classe et la création du produit, il a bien créé un produit. D'ailleurs, si je le fais une deuxième fois, par exemple, ça marche très bien. Donc, on va juste changer le nom. Tout simplement. Voilà, ça marche. C'est fait, c'est efficace, vous voyez, et ça en crée à chaque fois des choses différentes. Ok, je vais vous donner un exemple tout simple, mais si maintenant, ici, je fais self, d'accord? Parce que vous êtes peut-être en train de vous dire, bah, là et là, d'accord, ils créent un produit 1, un produit 2, mais si ça se trouve, en fait, ils ont exactement, c'est juste un bout de code, ça ne veut rien à dire. Hein, ça veut dire, qu'est-ce qui me prouve que c'est bien deux entités différentes? Du coup, on va mettre self pour savoir à quel produit il se rapporte. On va voir ça et vous allez voir, c'est un peu barbare, mais ça vous permettra de comprendre. D'accord? Donc je fais la même chose et donc il m'imprime forcément self. Alors ici, vous avez en fait, c'est on va dire l'adresse de l'objet, un petit peu comme quand vous allez sur l'explorateur Windows, vous mettez c slash, je ne sais pas moi, mes documents slash Jean-Pierre slash doc par exemple, d'accord? Et bien là, c'est exactement la même chose, c'est son adresse interne, donc dans le fichier main, on est bien dans la classe mes produits pour l'objet qui porte cette référence-là. Et on voit que la référence-là n'est pas la même que celle-ci, d'accord? Il a bien donc créé deux objets, ici c'est F70 et ici c'est AF0. Donc on a bien deux objets. Et si on veut vérifier, on va donc faire un troisième pour vérifier que l'adresse sera encore bien différente. D'accord? Donc ici, on va vérifier. C'est parti. Et donc ici, on se retrouve bien avec F70, AF0 et ici 8B0. D'accord? Donc vous voyez, en fait, c'est toute adresse qui a changé et ça permet effectivement au logiciel de ne pas oublier vos produits. Vous avez bien trois produits distincts qui ont été créés avec simplement cette petite ligne de code. D'accord? Donc ça vous évite de créer par exemple une fonction produit 1, une fonction produit 2, une fonction produit 3 avec des variables à chaque fois, etc. Vous allez utiliser le même canevas, entre guillemets, et puis après, vous n'aurez plus qu'à remettre les affaires en ordre. Donc comment est-ce qu'on met des informations à l'intérieur? C'est très simple en fait. On va supprimer self parce qu'on n'en aura plus besoin. Mais par exemple, on va mettre un nom de produit, par exemple, et un prix. D'accord? Donc on va mettre nom produit, par exemple. On va juste mettre nom. OK? Égal, on va mettre allez, iPhone. Admettons qu'on soit dans ce genre de commerce. iPhone 16. D'accord? On prend un peu d'avance, on ne sait jamais. Ce cours va peut-être rester. Et ici, on va mettre prix par exemple, et là pareil on va mettre un prix qui sera à peu près celui de l'iPhone 16, 3986 €. D'accord? Ok, à mon avis je ne suis pas très loin. Alors vous remarquerez qu'il me met des erreurs ici. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'ici il faut qu'il fasse référence à self. D'accord? Donc ce qu'on fait ici, on va tout simplement rajouter le petit mot-clé self devant. D'accord? Ce qui signifie qu'en fait c'est bien une variable qu'on lui indique, une variable qui appartient à ce constructeur-là. D'accord? Donc self nom égale iPhone 16 et self prix égale 3986. Alors maintenant, on va imprimer, on va voir ce que ça donne. D'accord? Alors, il ne se passe rien. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je n'ai pas appelé ici mes informations. D'accord? Donc, on va le faire, par exemple, pour le premier. OK. Donc, comment est-ce qu'on fait pour appeler une information? Eh bien, on peut faire, par exemple, un print. Jusqu'à là, pas de souci, vous commencez à bien connaître. Le nom. Donc ça c'est bon. Et on va donc appeler maintenant
notre produit. Alors comment est-ce qu'on fait? Parce que autant dans une définition, dans une fonction, on a vu que c'était assez facile d'arriver au résultat, autant pour le reste, c'est un peu compliqué. Eh bien en fait c'est très simple. Ici on a un produit, d'accord? Eh bien on va appeler ce produit, parce que c'est ça qui nous intéresse. Produit, d'accord? Ensuite on lui donne le vrai nom du produit. Donc là, il sait bien que vous faites référence à ce produit. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va chercher ce qu'on veut dans ce produit-là. Donc, c'est-à-dire que ce produit 1, là, il remplace self, et donc on va chercher .nom pour avoir le nom du produit. D'accord? On va tester, on verra bien. Et donc, nous avons ici création d'un produit, donc ici, d'accord? Ce qu'on lui a demandé ici. Et ici, maintenant, eh bien, nous avons tout simplement le nom de mon produit est iPhone 16, d'accord? Donc si je fais la même chose ici, mais que je mets 2, raté, raté encore, voilà. Eh bien, on a bien le nom de mon produit et iPhone 16. Alors, vous allez me dire quel est l'intérêt, puisque finalement, ce sont les mêmes informations. Eh bien là, c'est exactement comme les variables. C'est-à-dire que nous allons pouvoir lui passer des informations ici qui vont construire notre projet au fur et à mesure, des informations qu'on va récupérer ici. D'accord? Ça va nous permettre de gagner pas mal de temps. Par exemple, ici, moi, je vais lui passer quelques valeurs, comme par exemple nom produit, et puis prix produit. D'accord? Donc, à la place de ces informations en dur, d'accord, qui s'afficheront à chaque fois, je vais tout simplement récupérer cette information que je vais appeler nom produit et prix produit ici, qui va me permettre de récupérer l'information prix produit. Très bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, eh bien, je vais rentrer des informations. Par exemple, ici, nom produit. Alors, j'ai le choix, soit, effectivement, je rentre directement comme ça, iPhone 16, 3980, je ne sais pas combien on avait mis, 7 € par exemple, d'accord? Soit je reprends directement le nom ici, prix produit, d'accord? Exactement comme pour les fonctions, je mets un égal. Comme ça, lui, il sait que ce que j'affiche, ça correspond bien à prix produit, d'accord? On a le choix et ici aussi, on peut faire, ok? Ce qu'on peut faire, évidemment, c'est aussi ici choisir par exemple un prix par défaut. D'accord? C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, quel que soit mon article, d'accord, même si c'est par exemple simplement une paire de la petite lingette de chez Apple, d'accord, qui coûte 25 $, eh bien si jamais c'est ça, ou si c'est le dernier iPhone, ou si c'est un iPad ou quoi que ce soit, eh bien dans ce cas-là, je peux indiquer un prix, par exemple, admettons que le prix par défaut sera 1000 $. Ça veut dire que si je n'indique pas de prix ici, ou ici, d'accord, eh bien par défaut, il prendra la valeur de 1000 $, exactement comme pour les fonctions, d'accord? Donc c'est plutôt pratique. Donc on va vérifier déjà que notre premier constructeur passe et on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors là, effectivement, il me met une erreur, tout simplement parce que, en fait, autant ici, je lui ai mis une valeur par défaut, donc il n'y a pas de souci, autant ici, je ne lui ai rien mis. Et comme ici, je fais un appel et que je n'ai pas mis de nom de produit dans ma fonction ici, il ne peut pas le savoir, d'accord? Donc ici, je vais tout simplement lui mettre, je ne sais pas moi, iPad, d'accord? Et je ne vais pas lui mettre de prix, et on va voir quel prix il me met. Donc ici, on va aussi appeler le prix, donc... Et ici, on va donc faire produit. Voilà. Alors ici, on va recopier ça tout simplement. Et on va voir ce qu'il nous affiche. Et là, il y a encore une erreur et il me dit à cause du produit 3. D'accord, le produit 3... Pour l'instant, je le désactive. Donc on va voir, et effectivement ici il me dit début du programme, création du produit, le produit, le nom de mon produit est donc iPhone 16 et le prix est de 3987 €. Création d'un produit, le nom de mon produit est iPad et le prix est de 1000 € parce que comme je n'ai pas renseigné de prix ici, par défaut il me met le prix ici. D'accord? Donc voilà, ça fait partie des petites choses qui vont permettre de vraiment
contrôler les choses. Et vous avez vu, au lieu de faire tout un tas de programmes pour chaque produit, eh bien en fait là vous n'avez qu'à rentrer les bonnes informations. Et ici vous allez pouvoir mettre par exemple la marge, la TVA, etc., les conditions d'envoi. Et vous allez pouvoir vraiment avoir un outil qui va être très très efficace. D'accord? C'est ce qu'on appelle la programmation orientée objet. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va changer une information. D'accord? Admettons que l'iPhone change de nom, iPhone 16, d'accord, et qu'Apple, pour mieux toucher le marché français, décide de lui donner un nom un peu plus français. D'accord, par exemple, iPom. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va faire ça exactement, et de la même chose que quand on modifie une variable. Donc, pour toucher le nom de mon produit 1, on a bien vu que pour le sortir, je le faisais comme ça. Donc nous, on va faire ça et on va lui donner un nouveau nom, tout simplement, ici, comme une variable, et on va l'appeler iPom, par exemple. Fini. D'accord? Alors moi, du coup, je vais rappeler ceci, juste en dessous, pour voir justement s'il a bien pris la différence et mon nouveau produit. Et voilà. Donc on a bien le nom de mon produit et iPhone 16, prix à 3 987 €. Et juste en dessous, après le changement, il le prend bien en compte, iPom, prix 3 987 €. Vous voyez? Donc c'est tout simple et ça permet vraiment de moduler et de faire changer les choses. D'accord? Si par exemple vous rentrez une musique, d'accord, et que vous rentrez une durée de la musique, par exemple on va dire 3 minutes 43, mais qu'en fait il y avait un petit peu de silence au début et à la fin, et puis que vous faites une modification sur le fichier et puis que finalement vous perdez 5 secondes, eh bien vous mettez de nouveau la même valeur, la bonne valeur, et vous la modifiez comme ça plutôt que de rentrer dans le constructeur ici en modifiant directement vos valeurs. Voilà, ça servira notamment quand vous aurez une base de données. Vous allez voir que ça fonctionne parfaitement. Alors tout ça, c'est bien beau, mais ça ne nous dit pas maintenant tout ce qu'on peut faire avec ceci, d'accord? Eh bien, on va tout simplement dès maintenant faire ce qu'on appelle un attribut de classe. Alors là, on va sortir du constructeur, d'accord? Alors si je reprends ici, ça c'est bien ma classe, mais ça c'est mon constructeur, d'accord? Là, on va faire un attribut de classe, donc on ne va pas s'intéresser au constructeur. Alors quelle est la différence entre les deux? Eh bien, dans la classe, si je mets quelque chose ici, par exemple, ça ne fait pas partie du constructeur, ça fait partie de la classe, d'accord? Si je mets quelque chose ici, eh bien là, ça fait partie du constructeur, d'accord? Mais pas de la classe, même si les deux sont intimement liés. Mais dans cet ordre-là, effectivement, à la limite, on pourrait dire qu'il fait partie du constructeur de la classe. Mais par contre ici, c'est certain, il fait partie de la classe, mais pas du constructeur, d'accord? Et vous allez voir que parfois, on peut avoir besoin d'instancier comme ça une variable, et pourquoi pas, eh bien, récupérer des informations. Par exemple, ici, on pourrait faire un compteur de produits. D'accord? Et on va le mettre à 0. 0. OK? Donc ça veut dire qu'en fait, cette information-là, elle ne dépendra pas du nombre de produits que j'ai, enfin pas directement, puisque effectivement, elle est en dehors de mon constructeur. Ça veut dire que, eh bien, ici, je pourrais toujours essayer de modifier ma variable compteur de produits, ça ne marchera pas. Il faut que je la modifie directement dans ma classe, et un peu plus bas, par exemple ici, je vais faire compteur de produits. Je ne sais plus où je suis, produit ici. D'accord? Plus égal 1. OK? Et donc là, effectivement, il va pouvoir travailler avec cette information. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais créer ici un produit, 1, 2 et 3, etc., eh bien à chaque fois, il va rajouter 1 à mon compteur de produits. Alors techniquement, dans la vraie vie, à quoi ça pourrait servir? Eh bien par exemple, ici, savoir combien j'ai de produits créés, d'accord? Combien il y a de produits dans mon magasin. Okay, comme ça, quand j'en supprime un, mon compteur se met à jour tout simplement. Ou alors, eh bien, vous pourriez par exemple activer un nombre de licences pour votre logiciel. D'accord? Ça permet de savoir pas mal de choses et vous allez pouvoir aussi faire tout un tas d'opérations par exemple. Okay, mais c'est important, je pense, de bien préciser qu'il y a une différence entre le constructeur et sa classe. D'accord? Donc, par exemple ici, comment est-ce qu'on va faire pour connaître le nombre d'articles qu'il y a dans ma classe, du coup, hein, avec mon constructeur, combien j'ai créé d'articles? Eh bien, c'est très simple. On va aller ici en faisant un petit print tout en bas. Voilà. Alors, normalement, on devrait se retrouver avec 2. Hein, on va bien voir ça. Donc, on va faire un print tout simplement. Ici, on va faire...
OK, et ici. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici? D'accord? Eh bien, nous allons devoir réfléchir un petit peu à ce que nous allons pouvoir mettre dedans. Eh bien, nous allons tout simplement essayer de réfléchir ensemble. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Eh bien, en fait, qu'est-ce qu'on vise exactement? On vise compteur de produits, d'accord? Donc ça, on va sûrement en avoir besoin. Mais on vise ça où? Eh bien, c'est notre chemin d'accès. C'est dans classe mes produits. Donc ici, on va donc mettre mes produits puisque c'est là que ça se trouve. Et on va faire tout simplement point. Et vous voyez, compteur de produits. Et d'ailleurs, s'il me le propose, ça veut dire qu'il a bien trouvé. D'accord? Alors, on va faire un test dès maintenant pour voir si effectivement, il a trouvé la bonne solution. Et là, j'ai fait une petite erreur visiblement. Oui. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est ce que je viens de vous dire. Il faut le chemin d'accès ici. D'accord? Ce chemin d'accès qui nous permet de savoir que c'est bien dans la classe mes produits. Et ici, vous avez donc le compteur produit. C'est bien ce que j'ai fait ici. Donc, ça devrait marcher. Sauf que je ne l'ai pas fait ici. Du coup, ici, vous voyez, je n'ai pas fait attention à ça, parce que pendant la vidéo, forcément, il y a plein de choses qui se passent et on ne se rend pas forcément compte. Mais ici, je n'ai pas mis le chemin d'accès, ce qui fait que pour lui, ça, c'est une variable en local, d'accord, qui n'a aucune autre réalité que celle qui est dans la fonction. C'est donc bien une variable locale créée spécialement pour le constructeur. Il ne comprend pas que la réponse puisse être ailleurs. Dans ce cas-là, eh bien, on va lui mettre mes produits, d'accord? Faut que je le tape ou ça va être fait automatiquement. Oui, c'est fait. Mes produits, point compteur produit. Et vous voyez, il ne me met plus d'erreur. Et normalement, ici, je vais avoir ma réponse. D'accord? Nous avons 2 produits en magasin. Très bien. Ici, je vais donc lui rajouter un nom. Par exemple, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'on a? AirPod. D'accord? AirPod. Et je ne vais pas lui mettre de prix non plus. Du coup, on devrait être à 1000 € aussi. D'accord? Et nous avons 3 produits en magasin. D'accord? Alors, effectivement, je n'ai pas imprimé ici mon prix produit ni quoi que ce soit. Donc, il ne peut pas me dire ce que c'est. Mais vous avez bien vu que ça fonctionne. En tout cas, notre compteur affiche bien 3. Ça pose aucun problème. Donc, on refait un test dès maintenant. Et on y va. Le produit 3, effectivement, un AirPod au prix de 1000 €. Eh bien, décidément, ça fait cher le AirPod. Alors maintenant, ce que nous allons faire, c'est définir ce qu'on appelle une méthode d'instance. Allez, on va faire quelque chose qui va sûrement hérisser le poil de tous les développeurs, mais une méthode d'instance, c'est un grand mot. En gros, on va faire une fonction dans notre constructeur, d'accord? Ce sera plus clair, je pense, pour tout le monde, et vous allez bien sûr comprendre que ça fonctionne tout à fait comme ça, d'accord? Donc ici, on va faire un def, ok? Et ici... nous allons tout simplement lui mettre un nom. Alors, quel nom on pourrait lui mettre? Par exemple, eh bien, marge produit. Voilà, puisqu'on parlait de la marge tout à l'heure. Marge produit, d'accord? Donc, ça fonctionne exactement comme une fonction, d'accord? Ici, pour l'instant, on ne lui passe rien, on met 2 points et normalement, on est prêt à fonctionner, d'accord? Donc ici, pour l'instant, il ne se passe rien. Mais on voit que je n'ai pas d'erreur non plus. Donc, ça veut dire qu'il prend bien ma méthode d'instance. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, cette méthode d'instance, par exemple, on va simplement mettre ici le self parce qu'il est à l'intérieur de ce qu'il nous faut. D'accord? Comme ça, on sait comment ça fonctionne. D'accord? Et ensuite, on va lui passer un prix. Par exemple, une information. L'information, on va dire marge. D'accord? Alors, ça n'a absolument rien à voir ce que je vais vous raconter parce que dans la vraie vie, on ne ferait pas comme ça, mais ça va vous donner l'exemple assez clair sur notre propre exemple à nous. Donc, on va faire ici un fprint, on va mettre 2 informations et on va demander d'imprimer, par exemple, eh bien, la marge de... Donc, ici, par contre, comme on n'est pas dans le programme, mais bien dans la classe, on va... utiliser le terme self et la variable dont on a besoin, d'accord? Donc ici, self.nom, d'accord? Donc la marge de self.nom, par exemple, si c'est le premier de l'iPhone 16, d'accord? Eh bien, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va lui demander? On va dire tout simplement est de, et on va créer une variable marge. On va passer une information, d'accord? Alors cette information, d'où est-ce qu'elle vient et où est-ce qu'elle est exactement? Eh bien, c'est très simple. En réalité, ici, on va créer une nouvelle information donc, qui va nous permettre de pouvoir gérer. Par exemple, ici, on fait notre changement, donc pas de souci. OK, ça, on n'a plus besoin à la limite. Et ici, donc, on va, sur notre premier produit, par exemple, faire donc produit 001, donc comme ça on cible notre produit et lui il sait que si c'est une information après le point, donc il va devoir aller faire quelque chose. Dans ce cas-là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous, ce qu'on veut rajouter, c'est une marge, d'accord? Donc on va l'appeler marge par exemple, marge produit plus exactement, parce qu'il me faut le nom de ma fonction.
D'accord? Et ensuite, on va tout simplement dire quelle est la marge qu'on veut appliquer. Par exemple, 800 €. D'accord? Et donc, à partir de là, en fait, on appelle donc effectivement le produit 1 dans notre constructeur. On appelle la fonction qui s'appelle ici marge produit. D'accord? Et on va lui rajouter donc un paramètre de 800. Ce paramètre, il sera forcément ici, puisque c'est ce que nous lui passons comme commentaire, d'accord, comme information. Et du coup, ici, normalement, on devrait avoir la bonne réponse, puisqu'effectivement, on a la marge est, donc on a bien ici l'information de self-nom, qui est ici, et qui correspondra effectivement au produit, et puis ici, la marge que l'on passe en dur directement par ici, et qui est récupérée là. Alors, on va faire un test tout de suite, et on voit qu'effectivement, la marge de l'iPOM est donc de 800 €. Ok, donc ça marche comme ça et ça permet effectivement de communiquer directement, de passer des informations et de récupérer aussi des informations. On appelle donc et on instancie la valeur de 800. D'accord? Ce sont des termes après, hein, comme ça vous chercherez un petit peu sur internet, vous apprendrez à le faire régulièrement et vous allez voir que finalement ce sont des mots qui viennent à peu près naturellement, même si de temps en temps on utilise un mot pour un autre au départ, c'est pas bien grave, mais à force de travailler le code, vous finirez effectivement par apprendre le bon mot et bien faire la chose. Voilà. On va faire une dernière chose qu'on appelle la méthode de classe. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne va pas travailler sur le constructeur mais sur la classe directement. D'accord? C'est sûrement une des dernières choses que nous verrons aujourd'hui parce que la vidéo a été pas mal dense, sachant que c'est un nouvel environnement que vous découvrez aujourd'hui. D'accord? Donc on crée une variable, hein, par exemple on va créer un point de vente. D'accord? Je pense que ça c'est important parce que ça peut servir. D'accord? Donc on a un point de vente, on va l'appeler point de vente. D'accord? Et on va le nommer, par exemple, on est à Loudéac, au cœur de la Bretagne. D'accord? Donc très bien, notre produit, ici, dans la classe mes produits, eh bien, on est sur le point de vente de Loudéac. Ok, jusqu'à là, pas de souci. Donc pour faire une méthode de classe, donc une fonction dans la classe, tout simplement, eh bien, on va utiliser un autre mot que self. D'accord? On va utiliser le mot CLS pour classe, tout simplement. Donc ça veut dire qu'au lieu d'utiliser def, par exemple, ici def marge produit self, eh bien on va utiliser def marge produit CLS. Et donc dans ce cas-là, lui saura que ça ne se réfère pas au constructeur, mais que ça se réfère bien à la classe, d'accord? Je pense que ça c'est important, c'est une petite notion. Alors moi je m'en sers pas beaucoup parce que je suis pas très à l'aise avec ce genre de technique, mais c'est vrai que pour beaucoup c'est très important, d'accord? Donc on va tout simplement faire une fonction qui va s'appeler changer lieu, tout simplement. Donc comment on fait? Ben, on reste là bien indenté, d'accord? Et on va faire def par exemple changer nom, donc changer lieu. D'accord? Donc on change le lieu ici, c'est forcément une classe ici, donc comme je l'ai dit, on va passer CLS pour classe au lieu de self, d'accord? Est-ce qu'on va passer un nom? Oui, on va mettre nouveau LDV, par exemple pour lieu de vente, d'accord? Donc je mets bien mes deux points, et ici je me retrouve sur quelque chose que l'on connaît bien, d'accord? Une petite fonction à l'ancienne. Ok? Sauf que ça s'appelle ici une méthode de classe. Attention, le terme est important. D'accord? Ok. Ensuite, eh bien, vous allez devoir définir quelque chose parce que ça ne suffit pas à faire comprendre au logiciel que c'est une méthode de classe. D'accord? Le CLS est important, c'est obligatoire, mais en fait, ça ne suffit pas. D'accord? Il a besoin d'une sorte de vérification supplémentaire. Pour ça, on va créer une simple variable en dessous. Donc, indentée par rapport à toutes les fonctions que l'on a jusqu'à présent, d'accord? Et on va la mettre en bas du programme et on va faire par exemple, je ne sais pas moi, vous lui donnez le nom que vous voulez, bon, moi je vais lui donner chlieu pour change lieu par exemple, ou pour changer lieu, mais vous pouvez réutiliser le nom de la fonction si vous le souhaitez, hein, ça pose aucun problème là-dessus, égal, donc ici on va faire classe méthode, je ne sais plus comment, si, comme ça, hop. Et entre parenthèses, on va lui glisser la classe méthode que l'on veut donc lui signifier que c'est bien une classe de méthode. D'accord? Donc ici, changer lieu, tout simplement. D'accord? Donc comme ça, lui, il est sûr et certain que c'est bien une classe de méthode. D'accord? Que ce n'est pas juste une lubie que vous avez voulu faire ça. D'accord? Donc comme ça va bien fonctionner. Et là, il va renvoyer effectivement à Loudéac. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire par exemple? Eh bien maintenant, on pourrait tout simplement renseigner quelque chose à l'intérieur en disant par exemple, bien, on va viser directement notre information ici, mais produit, donc, puisque c'est là que ça se trouve. Ensuite, point de vente. D'accord? Il me le retrouve. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement changer sa valeur
par ce qu'on va faire passer tout à l'heure, c'est-à-dire l'information. D'accord? Cette information, pour l'instant, on ne la connaît pas, on la mettra dans le programme. D'accord? Donc là, tout est prêt. On récapitule rapidement parce que c'est important. Cette méthode de classe, cette fonction donc, qui sert uniquement pour la classe et non pas pour le constructeur, eh bien, elle va nous permettre de changer notre information qui est ici. D'accord? Pour ceci, on a cherché l'information dans la classe Mes produits. Très bien. Ensuite, on a cherché l'information que l'on voulait cibler, donc point de vente. Et ici, on va lui rentrer la valeur que l'on va définir tout à l'heure et que l'on passe ici en commentaire. D'accord? Donc comme ça va permettre de passer cet argument de manière fluide et ça va bien fonctionner. D'accord? Donc maintenant, on va aller dans notre code tout simplement, tout en bas par exemple, et on va lui dire qu'on veut changer notre point de vente. Par exemple, on déménage, donc on va chercher mes produits tout simplement, c'est bien notre classe, point. Alors, qu'est-ce qu'on va faire chercher? Eh bien, on va chercher directement, alors, attention, hein, c'est là que ça devient important, on ne va pas chercher ceci, on va chercher cela. D'accord? C'est une sorte de raccourci, d'accord, d'efficacité. Comme ça évite de modifier directement ici. Ça, simplement, ça va faire le lien. D'accord? Donc, nous, on ne va pas chercher ici changer lieu, on va chercher ch lieu. OK? Donc, ici, point ch underscore lieu. Vous voyez, il me le propose. Je le mets. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre à votre avis? Eh bien, on va changer notre point de vente. Alors, pour changer le point de vente, on fait tout simplement ça. Et on va dire qu'on déménage à 30 km de Loudéac. On passe en pays breton et on met Pontivy, tout simplement. D'accord? Comme ça, on change de langue, on change de pays. Hein. Ça passe du gallo, la Haute-Bretagne, à la Basse-Bretagne, le breton. OK? Eh bien voilà, normalement, notre information est là. Donc ce qu'on va faire, on va faire un print ici et un print là pour vérifier qu'il a bien changé nos informations et qu'il les a bien prises comme ça. Donc ici, print... Donc ici, c'est pareil. On va chercher directement l'information donc qui est ici, d'accord? Et pour la chercher, on fait donc mes produits point de vente puisque c'est ça que nous visons, d'accord? Je crois que c'est comme ça que je l'écris. Point vente, d'accord, très bien. Ok, donc maintenant on va faire ça. Et ici, on va faire nouveau lieu de vente. Et on va vérifier ce qu'il se passe. Donc voilà, lieu de vente actuel Loudéac, nouveau lieu de vente Pontivy. Ça veut dire qu'il a bien changé ici l'information qu'on avait à lui communiquer. On a déménagé, d'accord? Donc vous voyez comme ça, vous avez la possibilité aujourd'hui de créer une classe. Vous avez appris ça dans cette vidéo. Vous avez vu comment on fait un constructeur. Vous avez vu comment on interagit avec ce constructeur. Et vous avez vu également comment on interagit avec la classe. Et le tout dans notre programme, bien évidemment. Voilà, je pense que c'était une grosse vidéo. J'ai essayé de sectoriser un petit peu et d'ailleurs on fera d'autres vidéos plus tard sur ce genre de choses de programmation objet, mais disons que là c'était plus pour vous apprendre rapidement comment ça fonctionne. D'accord? À force de faire, vous allez voir, vous serez super à l'aise avec ce genre de choses. Mais en attendant, eh bien, vous allez faire votre propre exercice. Eh oui, parce que c'est cadeau, vous avez le droit à un exercice à chaque fois. Alors, le temps de mettre tout ça en commentaire et on va voir un petit peu ce qu'on va faire. Alors, je vais vous chercher l'énoncé, tiens, ça pourrait être sympa. Alors, l'énoncé, c'est ça, on va définir une classe livre, d'accord, avec des attributs type titre, auteur, prix, d'accord. Ça me paraît simple, hein, c'est exactement ce qu'on a fait ici par rapport au nom, au prix, etc. Donc, on va faire un peu la même chose, d'accord. Vous avez créé une classe et un constructeur, forcément, avec ces fameux attributs, d'accord. Jusqu'à là, pas de souci. Vous allez créer au moins 4 livres. Hein, ça me semble important, sinon on ne peut pas vraiment travailler. Et ensuite, vous allez imprimer la liste de tous les livres disponibles le plus rapidement possible. C'est-à-dire que vous n'allez pas simplement me faire print livre 1, print livre 2, print livre 3. D'accord? Moi, ce qui m'intéresse, c'est le nom des livres. D'accord? Pour savoir quel livre est disponible en fait dans ma bibliothèque, dans ma librairie. D'accord? Donc vous allez me faire ça et puis nous on corrige la prochaine fois tout simplement. Voilà, j'espère que vous aurez les bonnes réponses. Cassez-vous un petit peu la tête, ça fait du bien. N'hésitez pas à aller un petit peu plus loin si besoin. Et puis bien sûr, on se retrouve très vite pour un nouveau cours et bien sûr pour la correction également. À très vite et bonne chance. Bon courage.